De retour en direct, donc merci si vous nous rejoignez pour Soir Info, cette soirée spéciale qui se poursuit jusqu'à 23 h, toujours avec Isabelle Lasserre, Pierre Laurin, Jérôme Poirot, le général Jean-Claude Allard nous rejoint. Bonsoir monsieur, chercheur associé à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. Et donc une nouvelle journée, 5e journée de combat qui continue, donc 5e jour de l'invasion russe. Les pourparlers ont commencé à la mi-journée entre Russes et Ukrainiens à la frontière biélorusse. Ce soir, plusieurs explosions ont été entendues. L'avancée des Russes est toutefois ralentie par la résistance ukrainienne, mais vraiment tous les regards étaient tournés vers la Biélorussie aujourd'hui. Ces négociations qui ont commencé. Côté ukrainien, la question clé, c'est un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes du territoire ukrainien. Les deux parties se sont quittées en informant qu'un deuxième rendez-vous serait prévu ultérieurement. Écoutez le président ukrainien Volodymyr Zelensky aujourd'hui, juste avant cette rencontre, et on en discute tous ensemble. Je m'adresse à vous, soldats russes. Déposez vos armes. Partez d'ici. Ne croyez pas vos commandants. Ne croyez pas vos propagandistes. Sauvez vos vies, tout simplement. Partez d'ici. Isabelle Lasserre, on l'a bien compris, aujourd'hui, les deux parties se sont quittées dos à dos. Est-ce qu'on n'est pas en plein milieu d'un dialogue de sourds ? Oui, je crois que chacun essaye de gagner du temps. Volodymyr Zelensky va au pourparler parce que sans doute on lui reprocherait de ne pas le faire, mais il y va avec une ferme attention qui est de ne pas capituler et de ne faire aucune concession au moment où l'Europe entière, enfin pour lui, se lève et arme l'Ukraine et soutient la cause ukrainienne. Quant à Vladimir Poutine, il y va sans doute avec dans sa poche, comme ses propositions, soit une demande de capitulation, soit des demandes apparemment de reconnaissance de la Crimée. C'est en cela, et en vous écoutant, on se dit, c'est perdu d'avance. Comment des pourparlers de cette nature peuvent aboutir ? C'est perdu d'avance, oui, comme les prochains seront sans doute perdus d'avance. On est au début d'une offensive. Pour l'instant, les Russes n'ont rien gagné, ils n'ont pas réussi à prendre Kiev. Ça patine aussi du côté de Kharkiv. On va le voir dans ils n'ont pas encore vraiment obtenu de victoire militaire. Donc, ils ne peuvent pas, abaisser leurs exigences vis-à-vis de l'Ukraine. Et l'Ukraine est dans une position de résistance qui étonne, qui a surpris tout le monde. Donc, elle ne va pas non plus... Vladimir Poutine le premier. Donc, elle ne peut pas aujourd'hui baisser ses exigences. Donc, je crois que le temps de la diplomatie, pour moi, n'est pas encore arrivé. Pierre Laurin, c'est normal, ce deuxième round prévu, ça prend du temps, il y a une forme de logique à avoir des négociations, ne pas aboutir après 5 jours et un premier rendez-vous ? Tant qu'on ne sait pas exactement où se situent les positions des uns et des autres, il faut engager le dialogue, si dialogue il y a, mais là, visiblement, il y a eu un dialogue puisqu'il va y avoir un deuxième round. Donc, les choses peuvent progresser, très lentement, mais elles peuvent progresser. D'autre part, le souhait, je pense, des Russes, c'est plutôt de parvenir à détruire les infrastructures militaires ukrainiennes. Et pour cela, l'une des tactiques, il ne s'agit pas d'entrer dans des villes réellement, parce que c'est très compliqué. Une colonne de chars dans une ville se trouve dans une rue. On bousille le premier char et le dernier, et les autres, ils tombent l'un derrière l'autre. C'est ce qui s'est passé à Grozny il y a très longtemps. Les Russes ne veulent pas cela, mais en revanche, bloquer des troupes ukrainiennes pour assurer la défense dans le périmètre, ça, je crois que c'est une tactique qui est peut-être effective, en tout cas du point de vue russe. Général Jean-Claude Allard, des pourparlers alors qu'aucun cessez-le-feu n'est décrété, ça vous paraît normal, ça a du sens, ou c'est comme ça que ça marche avec les Russes ? Je pense, oui, ça a du sens et tout au moins ça soulève de l'espoir, mais également des pourparlers peuvent aboutir seulement si il y a quelqu'un de plus fort et qui va donc imposer sa loi à l'autre, ou alors s'il y a de l'espoir pour les deux. Ça ne peut pas aboutir. En d'autres termes, l'Ukraine pense toujours pouvoir être soutenue, pense toujours pouvoir ralentir les Russes, pense toujours pouvoir montrer qu'elle veut se battre. À juste titre. Et à juste titre, oui. Ils ont encore des choses à prouver. Et puis, les Russes, de leur côté, à mon sens, n'ont pas encore donné la plénitude de leur effort.
Ils ont fait des reconnaissances offensives, sont rentrés au contact de l'armée ukrainienne, ils ont fait une pause pendant le week-end, disons. C'est quoi, pardon des termes, mais c'est une invasion au frein à main? Non, c'est un procédé. Semble être décrit. C'est un procédé de combat qui consiste à identifier exactement où sont les résistances pour ensuite les attaquer, trouver les points faibles et attaquer. Donc c'est classique, toutes les armées pratiquent comme ça, l'armée russe également, à mon sens. Donc j'appelle des reconnaissances offensives, on regarde, on tâte le terrain, on voit où c'est fort, on définit les axes d'attaque et puis ensuite on passe à un deuxième et un troisième échelon. On le voyait aujourd'hui au nord de Kiev, il y a des grandes colonnes de chars qui attendent et qui vont être lancés. Et on a entendu ce soir des explosions à Kiev. Hein, et voilà. Et puis après, il y a le deuxième point, c'est le ravitaillement en munitions et en carburant qu'il faut faire venir. Les distances commencent à être longues. Et enfin, le dernier point qui peut me faire dire qu'on n'est pas encore dans vraiment le coup de poing, c'est qu'on ne voit pas beaucoup d'aviation russe sur le terrain. Est-ce qu'ils ne peuvent pas ou est-ce qu'ils n'ont pas encore lancé les grandes offensives? Jérôme Poirot, on ne vous a pas entendu sur ces négociations. C'était perdu d'avance, trop tôt pour négocier? Je trouve que cette journée, toutes les journées amènent leur surprise. Le fait qu'il y ait ces pourparlers, c'est une excellente nouvelle selon moi. Évidemment, rien ne pouvait se conclure aujourd'hui. Le fait que les deux délégations aient décidé de se retrouver demain... Moi, il y a une chose que j'aimerais qu'on explique aux téléspectateurs, aux gens qui nous regardent. Comment est-ce qu'avec des velléités aussi opposées, on peut... obtenir un quelconque accord entre les deux parties? Pour se mettre d'accord, il faut commencer à discuter. Et comme vous l'avez dit les uns et les autres, chacun part avec des exigences maximum, en sachant très bien qu'elles ne peuvent pas être acceptées par l'autre partie. Et celui qui demande à négocier ou qui accepte de négocier, c'est que vraisemblablement, il se sent soit dans une position de force, ce que vous indiquiez, soit dans une position de très grande faiblesse, et donc il préfère à la table des négociations. Mais ces pourparlers vont sans doute se poursuivre dans les jours prochains, et puis ça devrait déboucher, alors à quelle échéance, dans quelques jours ou peut-être davantage, à un volet davantage diplomatique associant des représentants de la France, des États-Unis, des grandes puissances, pour trouver une solution. Vous vouliez ajouter quelque chose, Isabelle Lasserre? Non, moi j'avais plutôt l'impression que l'offensive militaire des Russes, c'est qu'ils ont commencé par un raid à Kiev. Et d'ailleurs, le but de guerre des Russes, il est dit dans le discours de Vladimir Poutine, c'est démilitarisation et dénazification. Démilitarisation, ça veut dire détruire les infrastructures de l'Ukraine. Et dénazification, dans l'esprit de Poutine, ça veut dire décapiter le gouvernement ukrainien. Donc ils ont essayé de faire ça en prenant l'aéroport à côté de Kiev, qu'ils n'ont pas réussi à tenir. Ils voulaient faire une opération aéroportée et un raid un peu blitzkrieg, et ça n'a pas marché parce qu'ils se sont opposés à une résistance qui n'avait pas escompté. Il est mis en échec, en fait, Vladimir Poutine, depuis 5 jours. Là, c'est trop tôt, au bout de 5 jours de guerre, pour dire que l'armée russe est en échec. Mais la première tentative de blitzkrieg a échoué. Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça, c'était la même chose. Moi, j'ai couvert la guerre de Grozny, et j'étais là quand de Tchétchénie, ouais. Et j'étais là quand elle a démarré, et le ministre de la Défense et le chef d'état-major à l'époque avaient dit on va régler le problème en 48 heures. Il a fallu 5 semaines pour prendre la ville. Ensuite, la guerre a duré 2 ans. Et puis une deuxième guerre qui a duré encore plusieurs années. Donc, en fait, les guerres ne se passent jamais comme elles sont censées se passer. On va poursuivre la discussion et je voudrais que vous réagissiez également à ce long coup de fil, cet entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui se sont parlé aujourd'hui pendant 1h30. On verra ce qu'ils ont pu se dire et les conséquences que ça peut avoir. Mais avant cela, je voudrais qu'on parte en extérieur avec Sébastien. On sait qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens, évidemment, qui cherchent à fuir le pays, qui sont dans une panique et une sidération qu'on peut largement imaginer. Puis il y a des étrangers qui cherchent à entrer en Ukraine pour des raisons variées, soit pour combattre, soit pour aider des amis ou des proches. C'est le cas de Sébastien, qui est français, qui est avec son épouse ukrainienne en direct avec nous. Vous vous rendez, vous êtes en voiture, Sébastien. Merci d'abord de nous répondre. Merci infiniment de prendre le temps de nous répondre. Vous vous rendez en Ukraine, actuellement à Vinnytsia, très précisément. Vous me dites si je me trompe, hein, vous êtes parti... C'est ça. Parti hier de Montpellier avec votre épouse qu'on salue et que l'on voit à l'antenne, au secours de votre belle famille, de votre belle-mère, hein, si j'ai bien compris. Où est-ce que vous êtes ce soir? Expliquez-nous peut-être les difficultés que vous pouvez rencontrer et quand est-ce que vous pensez arriver? Bien écoutez, le calcul de l'arrivée est déjà fait parce que compte tenu qu'on ne peut pas se déplacer sur le territoire ukrainien en dehors des heures qui sont hors
du couvre-feu, hein, puisqu'il y a des couvre-feux différents sur diverses villes telles que Lviv, Ternopil et Vinnytsia. Et bon, après même Kiev, mais enfin Kiev c'est encore bien différent. Mais voilà, donc les horaires de couvre-feu sont pas les mêmes. Alors ça servait à rien d'arriver très très vite à la frontière. On va bientôt arriver à Cracovie et puis ensuite là je me repose un peu. On va à Cracovie et puis ensuite on va jusqu'à la frontière, ce qui va nous laisser le temps de prendre un peu la mesure de ce qui se passe réellement et puis des besoins voilà, parce qu'au début on est venu pour chercher la maman de ma femme et puis dans le coup on est quasi en mission humanitaire. On a récupéré beaucoup de vêtements pour enfants, de médicaments, pas mal de choses en partant de Montpellier qui nous ont été donnés par un groupe sur Facebook, les Ukrainiens de Montpellier. Voilà, nous-mêmes on a créé un groupe sur Facebook qui pour l'instant est très petit, mais il y a déjà des gens qui ont participé, qui s'appelle Aide Ukraine Héros le département. Voilà, donc on va aller jusqu'à là-bas. La seule peur, j'ai envie de dire, entre guillemets, qu'on puisse avoir, pardon, c'est de savoir si on va revenir. Ça, c'est une autre histoire, mais bon. Je pense qu'on va arriver, oui, jusqu'à Vinnytsia. Vous avez des nouvelles de votre belle-mère, de la maman de votre épouse? Vous arrivez à communiquer? Vous savez comment ça se passe ces dernières heures pour elle? Eh bien, oui, comme j'expliquais ce matin à Pascal, eh bien, elle dort, pardonnez-moi, je suis très fatigué, elle dort dans sa baignoire, à côté d'un mur porteur, dans son appartement, protégée par des couvertures et une plaque de contreplaqué sur le haut de la baignoire, pour pas que des gravats risquent de lui tomber dessus. Donc, ma femme l'a régulièrement dans la journée, enfin, tant qu'il n'y a pas les sirènes, à certains moments, elle arrive à la voir dans la journée parce qu'on a encore la chance qu'il y ait Internet. Voilà, donc elle arrive quand même à être en communication avec elle. Mais bon, on n'a pas dormi depuis que ça a commencé. On n'a pas quasi pas mangé depuis que ça a commencé. Et puis la route a été très longue parce que faire des kilomètres comme ça sans avoir dormi, sans être reposé, dans l'état de pression dans lequel on est parti, c'était un peu compliqué. Et puis de suite, on a voulu rebondir et mettre beaucoup de choses en route, voilà, pour aider un maximum de gens quand on arriverait sur Vinnytsia, parce que il y a de gros besoins. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés de l'Est, qui ont dépassé Kiev et qui maintenant arrivent sur des grosses villes comme Vinnytsia, où avec tous les réfugiés qu'il y a, voilà, il y a vraiment de gros besoins. On va vous souhaiter évidemment beaucoup de courage. Faites attention. Peut-être juste un dernier mot en quelques secondes. On comprend bien, vous n'êtes pas les seuls à rejoindre l'Ukraine, que ce soit pour aider des proches ou même pour combattre. Hein. Est-ce que vous communiquez entre vous? Est-ce qu'il y a une organisation, une solidarité entre ces Français notamment qui souhaitent rejoindre l'Ukraine? Alors, j'ai envie de dire que malheureusement, il y a une certaine désorganisation quelque part. Mais c'est vrai que j'ai croisé, moi je faisais beaucoup de lives, de choses comme ça sur Facebook. J'ai croisé beaucoup de gens lors de conversations. Alors, ce qui est incroyable, en fait, je trouve, c'est qu'il y a vraiment énormément de gens qui sont prêts à aller prendre les armes avec le peuple ukrainien. Et c'est pas par plaisir de faire la guerre, parce que la plupart ne l'ont jamais fait. D'ailleurs, je pense que dans nos générations, très peu l'ont connu, la guerre. La vraie guerre, celle où on prend des bombes, des roquettes, et c'est surtout parce que les gens ont cet élan par rapport au peuple ukrainien, et je pense que c'est là où les Russes risquent d'avoir énormément de mal, c'est que le peuple ukrainien est très uni, et que vraiment tout le monde, vous voyez, par exemple, ma femme sur des réseaux sociaux en Ukraine avait ce petit message que des hommes ont mis en disant « Attention les Russes, on vous a pas encore envoyé nos femmes ». Vous voyez, il y a vraiment une force de la patrie
et une résistance, je pense, de la patrie qui me semble extraordinaire. À laquelle le monde assiste en effet depuis 5 jours. Merci infiniment d'avoir pris le temps, Sébastien. Merci à votre épouse qui vous accompagne et on vous souhaite évidemment du courage. Faites très attention à vous sur cette route qui vous mène à l'Ukraine vers vos proches et on tâchera de prendre régulièrement de vos nouvelles. Merci beaucoup et bonne route si je puis dire, évidemment. C'est toujours évidemment intéressant, important d'entendre ce genre de témoignage. Ce que je retiens au-delà de ce périple organisé par Sébastien et son épouse, en effet, c'est cette grande solidarité, cette résistance à laquelle on le disait peut-être juste avant son intervention aussi. Et Vladimir Poutine ne s'attendait pas. Il est tombé sur un os, si je puis dire familièrement. Non ? Est-ce qu'il est vraiment tombé sur un os ? Est-ce qu'il ne s'attendait pas ? On surinterprète cette résistance ? On ne sait pas exactement. Effectivement, disons que pour le moment, on est dans une espèce de round d'observation. Il y a des combats, certes, mais comme disait le général, les véritables combats n'ont peut-être pas encore commencé. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que là, on voit ce qui se passe donc à l'ouest de l'Ukraine. Dans l'est de l'Ukraine, la situation est un peu différente parce que là, les populations, les patriotes ukrainiens et les patriotes pro-russes se mélangent parfois au sein d'une même famille. C'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas aussi simple qu'à l'ouest où effectivement... L'antagonisme n'est pas aussi évident. Voilà. À l'ouest, en tout cas, il y a un grand patriotisme ukrainien. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé par téléphone aujourd'hui pendant 1h30. Le président russe a déclaré au chef d'État français exiger la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, la dénazification, je le cite évidemment, du gouvernement ukrainien et un statut neutre de Kiev comme préalable à la fin de l'invasion de l'Ukraine. Alors ce qu'on apprend déjà, c'est que les ponts ne sont pas complètement coupés entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. C'est déjà une première chose importante en général ? Oui, exactement, le dialogue. Alors, je reviens sur ce dialogue qui a commencé aujourd'hui. On ne peut pas régler les affaires en une journée. Je crois que ça, d'une part, les combats vont durer longtemps. On est impatient, mais ils vont durer longtemps grâce à la résistance ukrainienne. Et puis, d'autre part, les pourparlers vont également durer longtemps parce qu'il faut affiner les positions. Et effectivement, l'intervention d'extérieur, comme le président Macron, éventuellement les États-Unis, mais on sait que, enfin, pour moi, le fond du problème de Poutine, sont les États-Unis. Donc, c'est ça leur problème. Alors, je ne sais pas si les États-Unis doivent venir... Emmanuel Macron, quel rôle il a joué là-dedans ? Il est le médiateur entre Vladimir Poutine et Joe Biden ? Il est médiateur, parce que l'UE... Pas très efficace pour le moment. Il faut louer évidemment les efforts diplomatiques du chef de l'État, mais force est de constater que ce n'est pas très efficace pour le moment. C'est peut-être pas très efficace, mais on ne résout pas un problème comme ça que Poutine mûrit depuis presque 15 ans, depuis 2009, 2008 et l'affaire de Belgrade, etc., où il a vraiment, pour la première fois, dit « Maintenant, on ne veut pas m'écouter, j'utiliserai des forces militaires » en 2008. Le 23 février 2008, d'ailleurs, conférence de presse avec Angela Merkel. Et le 23 février, 12 ans après, si je ne me trompe pas, 10 ans après, il commence sa guerre parce qu'il a dit maintenant je vais et j'emploie la force militaire. Donc vous voyez, ça mûrit depuis longtemps et ça peut pas. On va se qu'a demandé un communiqué de l'Élysée à l'image, on va se qu'a demandé le chef de l'État à son interlocuteur aujourd'hui. Quand je dis que c'est pas très efficace, d'ailleurs il ne s'agit pas de mettre en cause Emmanuel Macron, mais plutôt Vladimir Poutine, parce que depuis le début dans ces négociations, on se rend bien compte que son plan, il le fomente, comme le dit le général il y a un instant, depuis des années. On s'est fait complètement avoir par Vladimir Poutine, le chef d'État français le premier, puisque ça fait des semaines qu'il fait croire qu'il veut négocier, alors que son plan est parfaitement écrit, parfaitement anticipé. Oui, la difficulté manifestement dans les relations avec Vladimir Poutine, c'est que, outre le fait qu'il ait annoncé depuis longtemps ce qu'il allait faire, dans les dernières semaines, avant que les troupes russes ne rentrent dans le Donbass et puis qu'elles commencent à envahir l'Ukraine, c'est qu'il a manifestement menti à ses interlocuteurs occidentaux. Mais là, je crois que ce qui change, par exemple dans la conversation que le président Macron a eue aujourd'hui avec Vladimir Poutine, je pense qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine ne peut plus mentir aux Occidentaux, parce que la situation a radicalement changé, et donc ils sont obligés... Il continue de dire qu'il veut destituer un nazi drogué. Oui, mais ça, c'est le langage. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans les exigences de Vladimir Poutine, c'est qu'il met sur la table la Crimée,
il ne parle pas du Donbass, mais évidemment, il est normal qu'il ait des exigences maximalistes. Et il y a une ambiguïté, je trouve, dans ses propos tels qu'ils ont été rapportés, c'est quand il parle de Kiev. Est-ce qu'il parle de la ville de Kiev ou il parle de l'Ukraine ? Et je pense qu'une précision serait utile dans ce domaine. Isabelle Lasserre, un commentaire. Alors, évidemment, j'ai bien conscience que vous n'êtes pas une petite souris dans le bureau de l'Élysée, mais qu'est-ce qu'ils peuvent se dire, ces deux hommes, pendant 1h30 ? 1h30, c'est interminable. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Des discussions interminables dont finalement on n'a aucune info. Il ne sort pas grand-chose. Vous qui connaissez bien la diplomatie. Bon, d'abord, moi, il y a quand même une chose que je voudrais ajouter, c'est que moi, je ne suis pas du tout d'accord et je pense que... Avec quoi ? Avec le fait que... je pense que Vladimir Poutine a complètement sous-estimé la résistance ukrainienne, qu'il y a une véritable résistance ukrainienne aujourd'hui qui est complètement impressionnante, que Vladimir Poutine est en train de faire de Volodymyr Zelensky un nouveau Churchill. Et pourquoi il a sous-estimé la résistance ukrainienne ? Tout simplement parce que depuis des années, il nie l'existence de l'Ukraine et qu'il a sans arrêt dit que l'Ukraine était un pays artificiel, que l'Ukraine était un pays illégitime et que le peuple ukrainien était le même peuple que la Russie et devait d'ailleurs être dans le même espace. Donc forcément, il n'est pas dans le même schéma mental. Il n'a pas vu que l'Ukraine de 2022 n'était plus celle de 2003, donc juste avant la révolution orange, et qu'elle s'était complètement éloignée de la Russie et qu'elle s'était complètement rapprochée de l'Europe et du camp. Vladimir Poutine regarde son pays et l'Europe avec les lunettes de la fin des années 90. Du camp occidental. Il regarde à travers les lunettes de la guerre froide et il regarde aussi à travers les lunettes d'un modèle. Et ça, c'est pas forcément seulement le modèle de la guerre froide, c'est un modèle autoritaire, d'autocrate, qui clash complètement avec les modèles démocrates. Et nous, on regarde Vladimir Poutine uniquement avec nos yeux de démocrates. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est parce que lui. Je me permets de vous interrompre, pardon, Isabelle Lasserre, parce que nous sommes en direct et on va entendre et on reprendra la discussion ensemble. Et justement, je vous reposerai la question. On écoute Nicolas de Rivière, qui est l'ambassadeur de France à l'ONU, alors que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se réunissaient ce soir à New York. Écoutez sa prise de parole. 500 000 personnes ont été contraintes de fuir et de se réfugier en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie et en Moldavie. Ce chiffre augmente chaque heure. La France salue la solidarité dont les États voisins de l'Ukraine font preuve. La Russie, membre permanent de ce Conseil, viole les principes les plus fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Elle piétine le droit international humanitaire, elle bafoue les droits de l'homme, elle piétine les conventions de Genève. La France réitère son appel à une cessation immédiate des hostilités qui doit précéder tout pourparler de paix. La protection des civils, y compris des enfants et des personnels humanitaires, ainsi que des infrastructures civiles, est une priorité absolue. La France ne transigera pas là-dessus. Elle réitère son appel à un accès humanitaire sûr et sans entrave à l'ensemble des personnes dans le besoin. Nous avons une responsabilité collective et un devoir moral, celui d'aider la population ukrainienne. La France et ses partenaires de l'Union européenne se tiennent fermement aux côtés de l'Ukraine et de sa population. L'Union européenne a déjà annoncé 90 millions d'euros d'aide humanitaire. La France y prend également sa part. Elle vient d'envoyer 33 tonnes d'aide humanitaire en Pologne pour venir en aide aux Ukrainiens et elle s'apprête à acheminer plus de 30 tonnes d'aide humanitaire en Moldavie. La France salue le lancement, demain, par les Nations Unies, d'un plan de réponse d'urgence pour l'Ukraine et d'un plan pour aider les réfugiés ukrainiens dans la région. Nous appelons l'ensemble des États membres à y contribuer financièrement. La France salue également la nomination par le secrétaire général de M. Armin Awad comme coordinateur des Nations Unies pour la crise en Ukraine. Les sanctions adoptées par l'Union européenne à l'encontre de la Russie et de la Biélorussie seront mises en œuvre dans le plein respect du droit international humanitaire et nous veillerons à ce qu'elle n'ait pas d'impact sur la réponse humanitaire. Monsieur le Président, la France prépare avec le Mexique un projet de résolution
du Conseil appelant au plein respect du droit international humanitaire, à la protection des civils et à un accès humanitaire sans entrave afin de répondre aux besoins urgents de la population ukrainienne. Il sera soumis au vote très rapidement. La France salue le courage dont fait preuve le peuple d'Ukraine. Aux Nations Unies et dans toutes les enceintes, elle continuera de se mobiliser avec ses partenaires pour soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi que le peuple ukrainien. Je vous remercie. Voilà pour cette prise de parole en direct depuis New York au siège de l'ONU. Nicolas de Rivière, l'ambassadeur de France à l'ONU. Ce projet de résolution conjointement préparé par la France et le Mexique pour favoriser l'accès humanitaire et l'aide au peuple ukrainien. On va revenir sur ces discussions entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Juste peut-être une réaction là à ce que l'on vient d'entendre. On voit que la France, et d'ailleurs ça va dans le sens du rôle d'Emmanuel Macron, la France veut vraiment jouer un rôle central dans la gestion de cette crise. Oui, bien sûr qu'elle veut jouer un rôle central, mais il y a une raison majeure à cela, c'est qu'Emmanuel Macron était garant des accords de Minsk. En tant que président français, la France a signé les accords en même temps que l'Allemagne, que la Russie et que l'Ukraine, et ces accords n'ont pas été appliqués. Il a essayé, le président Macron, jusqu'au dernier moment, d'essayer de les relancer, et il s'est heurté à une fin de non-recevoir, principalement non pas de la Russie comme on le dit, mais plutôt de l'Ukraine qui ne tient pas du tout à changer sa constitution pour admettre l'autonomie des deux républiques autonomistes ou sécessionnistes maintenant et d'autres régions à l'ouest de l'Ukraine qui ont également des langues particulières, en l'occurrence le roumain et le hongrois. Isabelle Lasserre, on était en train d'évoquer ces appels, cet appel entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. 1h30 de discussion, qu'est-ce qui peut se dire entre ces deux hommes ? Je vais répondre, mais si l'Ukraine ne respecte pas les accords de Minsk, c'est parce que la Russie a voulu lui imposer une interprétation totalement extensive des accords de Minsk en voulant forcer le gouvernement de Kiev à discuter directement avec les rebelles et avoir une représentation des rebelles au Parlement, ce qui aurait de toute façon déstabilisé l'Ukraine. Donc il y a une petite différence. Et d'ailleurs, ni la Russie ni l'Ukraine n'appliquaient jusqu'au bout les accords de Minsk. Sur les coups de téléphone entre Macron et Poutine, ils ont lieu en permanence. Emmanuel Macron doit être celui qui téléphone le plus à Vladimir Poutine et d'ailleurs aussi à Zelensky. Il parle à Zelensky deux fois par jour à peu près. J'étais dans l'avion du président quand il est allé voir Vladimir Poutine à Moscou. Et la conversation avait duré 5 heures. Et dans l'avion, le président nous a raconté que c'était assez stupéfiant parce qu'en fait, il n'arrivait pas, contrairement à d'habitude, à avoir une conversation normale avec Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il a trouvé un président beaucoup plus dur que d'habitude, beaucoup plus rigide et surtout, en fait, qui fuyait les sujets d'actualité et qui à chaque fois partait dans des grands délires historiques, de révisionnisme historique. Et en fait, il n'arrivait pas à avoir une discussion sur les sujets. Et il posait des questions et Vladimir Poutine répondait par l'histoire, par sa volonté de revanche. Et la conversation était extrêmement difficile. Quelqu'un qui on ne peut plus dialoguer. Extrêmement difficile. C'est ce que tous les responsables étrangers qui connaissent bien Vladimir Poutine disent aujourd'hui. La conversation d'aujourd'hui, je crois qu'ils ont beaucoup parlé en fait, la volonté d'Emmanuel Macron, c'est d'abord d'essayer de faire cesser les armes et d'avoir un cessez-le-feu et aussi d'établir des corridors humanitaires. Et il essayait d'obtenir une garantie de la part du président russe de protection des civils et de couloirs humanitaires. Vladimir Poutine s'est engagé à le faire. On va voir si les jours qui viennent lui donneront raison. On va voir si la voie diplomatique finit par se frayer un chemin vers la résolution de ce conflit. Je voudrais juste qu'on prenne un instant pour retourner sur le terrain. Oui, en 2 secondes, allez-y. Simplement dire qu'il faut diviser le temps des dialogues par 2 parce qu'il y a la traduction. Oui, c'est vrai aussi.
C'est vrai, donc ils ont parlé 45 minutes. Voilà. Vous faites bien de me le rappeler, c'est un détail qui a son importance. On part sur le terrain, à l'ouest de l'Ukraine, à Lviv très précisément. On nous attend Régine Delfour qui est sur place depuis 4-5 jours maintenant. Bonsoir Régine, je rappelle qu'il est 1 heure de plus en Ukraine. Vous me dites si je me trompe, mais vous êtes a priori là sous régime de couvre-feu dans votre chambre d'hôtel. Racontez-nous simplement, Régine, vous qui êtes là pour CNews avec Fabrice Elsner, comment se sont passées les dernières 24 heures ? Oui, effectivement, je suis dans ma chambre d'hôtel puisque c'est le couvre-feu. Vous allez justement voir, les rues sont vides. Il n'y a personne. Le couvre-feu est déclaré à partir de 22h jusqu'à 6h du matin. Depuis vendredi, en fait, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Là, on ne les voit pas, mais hier, on a vu plusieurs membres de l'armée circuler et des membres de la milice aussi armés. Ils contrôlent les papiers d'identité des personnes qui se trouvent à l'extérieur et ils ne plaisantent pas avec cela. Nous, on est rentrés vraiment à la dernière minute puisque on a eu une alerte, donc on a dû se protéger dans un abri et on est rentrés vraiment ric-rac et l'hôtel nous a dit qu'il fallait qu'on rentre tout de suite parce qu'ils allaient fermer la porte. Donc, vous voyez, le soir, c'est un petit peu plus tendu que la journée. La journée, la vie semble quasi normale. Il y a pas mal de gens qui sont dehors, les voitures circulent. Ce qui est assez frappant à Lviv, ce sont le nombre de réfugiés qui affluent en masse depuis plusieurs jours, depuis l'offensive et de nombreux bombardements. Ils tentent de rejoindre la Pologne, ce qui devient aussi très très compliqué puisque maintenant on ne parle plus de quelques heures d'attente pour rejoindre le poste de frontière, mais plusieurs jours. Alors certains ont décidé de passer par la Roumanie ou encore par la Slovaquie, Julien. Merci beaucoup, Régine Delfour. Merci à Fabrice Elsner qui vous accompagne. Et faites bien attention à vous. Elles vivent donc en Ukraine. Général Allard, on parlait de cette voie diplomatique. On va avancer, mais je voudrais qu'on en dise encore un petit mot. Est-ce qu'il y a une autre voie que la voie diplomatique pour tenter de résoudre ce conflit ? Il faut s'entêter absolument à dialoguer avec Vladimir Poutine. Mais est-ce qu'il en a vraiment envie aussi, lui ? Écoutez, je pense que, encore une fois, après une journée de discussion, on ne s'entête pas si on reprend encore et qu'on discute encore pendant une semaine. Si ça dure des mois. Mais... Non, mais il y a une escalade verbale ces derniers jours. On parlera de cette menace nucléaire tout à l'heure. Voilà. Mais... Il y a une escalade verbale parce que, avant d'entamer le dialogue, il faut poser les barres suffisamment hautes pour pouvoir ensuite faire des concessions. Je pense que quand même Poutine, qui pour moi avait trois grands objectifs, vraiment de politique, c'est de remettre la Russie en alter ego des États-Unis et de la Chine maintenant. Il a toujours eu en tête de retrouver cette grande Russie en fait. Et pour ça, c'est pas du territorial, c'était de la puissance et de l'affichage international. Être dans tous les cercles internationaux, parler et être écouté. Et là, avec les sanctions qu'il y a, il est exclu de ces cercles. Il va ne plus avoir suffisamment de revenus pour entretenir son armée, etc., etc. Donc, il a déjà perdu sur ce plan. Donc, nécessairement, là, il ne lui reste plus que faire peut-être le plus de mal possible en Ukraine ou essayer de récupérer quelque chose. C'est pour ça qu'il va quand même un peu tenir sur l'Ukraine avant de lâcher. Et puis derrière, il y a son pays. Comment son pays va-t-il encaisser ses oligarques, ses soutiens, ça va être ses sanctions. Deuxième partie. Mais tout ça, c'est quand même, ça demande un peu de temps, malheureusement. Juste un petit mot avant de faire une pause et d'évoquer donc les autres questions sur ce qui de faire une pause et d'évoquer pas mal de voix ces derniers jours qui veulent expliquer les raisons de ce conflit. Est-ce que parmi celles qui se font entendre, on peut justement entendre que l'Europe, les États-Unis payent peut-être d'une certaine façon aujourd'hui le traitement qui a été réservé à la Russie ces 30 dernières années, qu'on aurait trop dénigré. Finalement, l'Occident récolte ce qu'il a semé. Il faut regarder lucidement les responsabilités des uns ou des autres. Est-ce que c'est quelque chose qui est dissible ce soir ? Je pense que c'est dissible, oui, parce que si l'on regarde ce qui s'est passé depuis 2002, création du Conseil Russie-OTAN. On a enfanté un monstre ? Les Russes étaient persuadés qu'ils entraient comme associés dans l'OTAN, peut-être pas comme membres à part entière, mais comme associés. Et progressivement, les Occidentaux ont renié la marge de manœuvre des Russes
en les éloignant de plus en plus. On avait l'impression à un moment que la Russie était le seul État dans le monde qui n'avait pas le droit de défendre ses intérêts, parce que chaque fois qu'elle faisait une remarque sur ce qu'elle pouvait espérer obtenir, elle se faisait rejeter systématiquement. Donc, à force, il y a une sorte de lassitude qui, à mon avis, chez Vladimir Poutine, se sent aujourd'hui. Dernier mot avant la pause. Oui, je pense qu'il ne faut pas parler des Occidentaux de manière générale, mais plus précisément des Américains. Des Américains, comme vous le faites. oui. Et un seul point, Barack Obama, il y a quelques années, quand il était président, a qualifié la Russie de puissance régionale. Ce sont des mots qui n'auraient jamais dû être prononcés et qui ont des effets. De là à dire que Barack Obama a provoqué la crise en Ukraine pas du tout ce que je dis aujourd'hui. Mais ce sont tous ces éléments qui ont créé. On est en retard, mais très vite. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Je vois les choses absolument à l'inverse. Ce n'est pas du tout l'OTAN qui allait envahir. Il n'y a pas de responsabilité occidentale dans ce qui est en train de se passer. Je pense que la responsabilité occidentale, c'est que, en fait, les États-Unis, surtout, se sont comportés comme une puissance conquérante et que la Russie s'est sentie humiliée. Mais vis-à-vis de l'OTAN, ce sont les pays qui voulaient sortir du joug communiste qui sont allés se précipiter au sein de l'OTAN pour se protéger. Et franchement, c'est parce que la communiste, c'était exactement la même chose en Yougoslavie avec Milosevic. Moi, j'ai aussi couvert cette guerre. Il n'y a pas eu de procès de la période communiste en Russie. Le pays n'est pas revenu sur cette période terrible. Ce sont les soubresauts, les derniers soubresauts de l'Empire. C'est pas l'Occident qui a fabriqué un monstre. Le monstre, il s'est fabriqué de l'histoire de la Russie, mélangé avec ce personnage, ancien officier du KGB, qui est devenu complètement paranoïaque. Dernier mot. Je crois que la réponse est le principal intéressé qui la donne. Et qu'il a donné depuis à peu près 12 à 14 ans, en disant en permanence on méprise la Russie, c'est plus possible, un jour je ferai par la force valoir mes droits. Bon, donc voilà, est-ce que les autres ont des responsabilités? On ne sait pas, mais c'est sa perception qui compte, parce que sinon il n'aurait pas pris cette décision. Et le résultat, on en est là ce soir. Et on va marquer une courte pause, on va se retrouver pour continuer à évoquer la situation, cette Ukraine qui résiste, cette menace dont on parle depuis hier. Franchement, il y a plein de choses à dire sur l'Ukraine et la Russie, mais tout le monde ne parle que de ça depuis hier. Et en effet, il y a plein de questions qui me viennent sur cette menace nucléaire lancée hier par Vladimir Poutine. Et surtout, restez bien avec nous juste après la pub, parce qu'on sera en direct à Moscou, depuis Moscou, avec Denis Kataïev, qui est présentateur de la télévision russe Dojd, qui est un des rares médias indépendants qui continue d'émettre à Moscou et en Russie. Bonsoir monsieur, on vous voit à l'antenne. Merci de patienter pour cette petite pause et on revient avec vous parce que ce sera évidemment très intéressant, passionnant d'entendre votre version et ce que vous ressentez depuis Moscou ce soir. A tout de suite, merci de nous suivre sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info avec le général Claude Allard qui est toujours présent, Isabelle Lasserre, Pierre Laurin, Jérôme Poirot. On poursuit nos discussions dans cette soirée spéciale autour de la crise en Ukraine. Dans un instant, on partira pour Moscou. Denis Kataïev, présentateur de la télévision russe Dojd, nous attend. Mais avant cela, à 21h53 précisément, Barbara Durand, on vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité en quelques minutes. Rebonsoir Julien, bonsoir à tous. Dans l'actualité, ce lundi, l'ennemi russe bombarde des quartiers résidentiels. Au moins 11 personnes ont été tuées à Kharkiv, deuxième ville du pays. Retour sur cette nouvelle journée de guerre avec Mathilde Moreau. Les sirènes retentissent dans la capitale. Kiev est de nouveau attaquée cette nuit. Encerclée par les forces russes, elle avait déjà été la cible de 3 missiles dans la nuit de dimanche à lundi. Dans la journée, Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, sous le feu des bombardements russes depuis plus de 48 heures. Des quartiers résidentiels ont même été visés. Dans le nord de l'Ukraine, au-dessus de la capitale, la ville de Tchernihiv est elle aussi sous les attaques russes. Au sud, à une vingtaine de kilomètres de Mariupol, à Berdiansk, des chars russes se sont installés dans les rues devant les habitants. L'armée russe affirme avoir pris le contrôle de la ville. Une nouvelle avancée des Russes vers l'un de leurs principaux objectifs, opérer une jonction de leurs troupes dans le sud de l'Ukraine.
5 jours après le début des combats en Ukraine, les pourparlers entre les autorités russes et ukrainiennes n'ont rien donné. Les deux délégations se sont rencontrées pour la première fois à la frontière biélorusse. Un deuxième round de pourparlers, selon les termes employés, a déjà été convenu. Sur le plan militaire, la France envoie des soldats chez ses alliés pour protéger le dispositif de l'OTAN. Ce lundi, un détachement de 250 soldats du 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy a pris la route des Bouches-du-Rhône avant d'embarquer pour la Roumanie. Au total, 500 soldats vont y être déployés dans les prochains jours. Un peu plus d'1 millier de Français seraient toujours présents sur le territoire ukrainien. Des Français qui ont toujours l'opportunité de quitter le pays. C'est Jean-Yves Le Drian qui l'a annoncé à l'issue d'un nouveau conseil de défense. Selon le ministre des Affaires étrangères, les Russes ont fait savoir que tous les civils pourraient quitter la ville de Kiev par l'autoroute. Il a également rappelé aux ressortissants français qu'il existe une opportunité de départ pour Lviv depuis la capitale par le train. On l'a appris en début de soirée, l'ambassade de France installée à Kiev va être déplacée à Lviv en raison des risques et des menaces qui pèsent aujourd'hui sur la capitale ukrainienne. Avant la France, les États-Unis, le Canada et Israël avaient déjà opéré le transfert de leurs ambassades vers cette ville. Enfin, selon l'ONU, pour les réfugiés, déjà plus de 500 000 personnes ont fui l'Ukraine. La plupart ont pris la direction de la Pologne. Et à l'inverse, d'autres Ukrainiens font le chemin inverse pour regagner leur pays et les zones de combat. Ils n'ont qu'un objectif, combattre l'ennemi russe. Reportage de Laura Cambo. Dans cette gare polonaise, des centaines d'Ukrainiens attendent leur train. Destination, leur patrie. Malgré le danger, Janiel n'a pas hésité une seconde. J'ai parlé à ma famille et j'ai pleuré. J'ai décidé que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas regarder ça sans rien faire. Je ne pouvais pas rester en Pologne avec les Russes qui détruisent notre indépendance, détruisent nos villes, tuent nos citoyens. Tous retournent chez eux pour se battre. Déterminés, certains traversent même la frontière à pied. Je suis originaire de la ville de Sambir en Ukraine. C'est ma patrie. Les Russes sont venus chez moi en tant qu'occupants et ils doivent partir. À Prague, Yulia attend son bus avec son mari. Ils retournent auprès de leur famille à Lviv. Je veux voir mes enfants et ma mère. Je veux revoir ma terre, ma maison. Je veux la paix, pas la guerre. Sous le choc, ces Ukrainiens affirment qu'ils se battront jusqu'à ce que l'armée russe quitte leur territoire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. La suite avec vous, Julien. Merci beaucoup, Barbara Durand. On vous retrouvera tout à l'heure pour la suite des informations et l'essentiel de l'actualité. Soir Info spécial se poursuit autour de la crise en Ukraine. On poursuit la discussion avec mes invités dans une poignée de secondes. Juste le temps de saluer Denis Kataïev. Bonsoir, monsieur. Vous êtes présentateur. Ça fait 2 fois que je fais le lapsus. Présentateur à tous. À la télévision russe Dojd. Vous êtes non pas à Moscou, comme je le disais il y a un instant, mais à Chypre, puisque j'apprends que vous avez quitté Moscou la nuit dernière pour vous réfugier à Chypre. Dojd, vous me dites, c'est en effet un des rares médias indépendants en Russie. Vous émettez sur Internet avec une ligne éditoriale qui est plutôt contestataire, en tout cas qui ne va pas dans le sens du pouvoir russe. Que faites-vous pour exister actuellement et pour continuer d'émettre dans la Russie de Poutine ? D'accord. Merci à vous. Bonjour à tous. C'est très important pour moi d'exprimer parce que la situation est grave, est très grave pour nous tous en Russie et Poutine a déjà été trop loin, à mon avis. Et c'est pourquoi j'ai décidé de quitter la Russie hier soir parce que c'est impossible pour moi vivre dans le pays agresseur. Et c'est la situation est très dure pour les journalistes indépendants comme moi, pour les journalistes libres, pour travailler en Russie. Vous connaissez que c'est pas la guerre de la Russie, c'est la guerre de Poutine seulement. Et c'est impossible de travailler comme moi, comme journaliste indépendant, parce que tu pourrais être accusé, tu pourrais être qualifié de trahison. Et vous connaissez que c'est 20 ans de prison, 20 ans
15-20 ans de prison. Et on peut bloquer, les autorités russes peuvent bloquer les médias. Vous connaissez, il y a le président comme Radio Liberté. La situation dure, vous connaissez, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui manifestent dans les rues. Il y a beaucoup de gens qui contre la guerre, la pétition contre... Les pétitions... Denis Kataïev, pardon de vous couper, mais je rebondis sur ce que vous dites. La plupart, et on le sait ici en France aussi, vous nous le confirmez, la plupart des médias en Russie sont contrôlés par le pouvoir. Moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est comment est-ce que la guerre est racontée aux Russes depuis 5 jours ? Dans les médias gouvernement? Dans les médias russes, dans les médias officiels russes, les médias d'État, ceux qui sont les plus visibles en Russie. Oui, dans les médias officiels, c'est la guerre pour la paix, pour sauvegarder la paix en Russie, pour sauvegarder la Russie, parce qu'il y a une menace de l'OTAN. Vous connaissez, c'est comme ça. C'est la menace de l'OTAN, c'est la menace de l'Europe, c'est la menace des États-Unis. C'est le message des médias officiels. Et ce qu'on entend également dans la bouche de Vladimir Poutine, c'est que l'Ukraine est un nid de nazis, qu'il faut réprimer. Est-ce que les gens en Russie qui entendent ça sont encore convaincus? Est-ce que le peuple russe est derrière son président lorsqu'il entend ce type de message, dénazifier, un pouvoir de droguer? Est-ce que les Russes entendent encore ce message en 2022? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. À mon avis, à Moscou, dans les grandes villes, il y a beaucoup de gens qui contre la guerre, qui contre ce message que les Ukrainiens sont les nazis. C'est pas vrai, parce que vous connaissez que les pétitions contre la guerre, les pétitions contre ces actes des pouvoirs russes, signées par les millions des habitants. Pour la Russie, c'est beaucoup, parce que c'est dangereux pour signer quelque chose. C'est dangereux pour manifester dans les rues. Mais il y a beaucoup de gens maintenant contre la guerre. Parmi ces gens, il y a des gens qui étaient avant la guerre pour Poutine. Maintenant, c'est pas possible parce que il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de blessés et c'est pas possible maintenant. Un dernier mot, Denis Kataïev. Est-ce que les Russes pourraient, le peuple russe, pour continuer dans ce que l'on disait il y a un instant, est-ce que le peuple russe pourrait tourner le dos à Vladimir Poutine? Est-ce que le peuple russe pourrait lâcher son président? Oui, bien sûr, parce que je vous dis qu'il y a beaucoup de gens maintenant manifestent contre la guerre et ils manifestent dans les rues. Et c'est très important parce que c'est dangereux d'être dans les rues maintenant en Russie. C'est interdit. C'est interdit. Et pour moi aussi, c'est interdit pour travailler comme journaliste libre. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter la Russie et je voudrais poursuivre mon travail en Europe, mais peut-être en France. Et si c'est possible, est-ce que c'est possible de dire 2 mots? Allez-y, rapidement, allez-y. Rapidement, oui, parce que je voudrais m'adresser à le président de la République française, Emmanuel Macron, qui a fait beaucoup pour négocier avec Poutine, qui a fait beaucoup pour calmer les situations, qui a fait beaucoup pour résoudre ce conflit. Et je voudrais m'adresser à M. Macron. Je voudrais poursuivre mon travail comme journaliste et peut-être en France. Si c'est possible, je voudrais demander le droit de travail peut-être en France. Eh bien, écoutez, votre message est passé, Denis Kataïev. On comprend bien, vous qui avez fui Moscou pour Chypre la nuit dernière, qu'il est difficile, compliqué, voire risqué même pour votre propre vie ou votre sécurité d'être journaliste indépendant, contestataire dans la Russie de Vladimir Poutine. Courage et j'espère pour vous évidemment que le message est passé. Merci beaucoup, Denis Kataïev. Les Russes ne sont pas tous dupes, Isabelle Lasserre. C'est important de le rappeler également parce que oui, les manifestants sont réprimés, la télévision d'État occupe l'espace, mais il y a des journalistes et des civils qui pensent comme Denis Kataïev.
Oui, alors c'est récurrent quand même. Hein. À chaque fois, enfin régulièrement, il y a des manifestations et des protestations dans les grandes villes de Russie. Elles sont très rapidement réprimées. Leurs principales têtes sont mises en prison quand elles ne sont pas empoisonnées. Mais là, il a l'air de se passer quelque chose de différent parce que dans l'opinion, une partie du milieu culturel et artistique est en train de lâcher Poutine. Il y a des démissions de directeurs de théâtre. Ouais, on l'a vu. Plusieurs oligarques, en fait, ont commencé à critiquer la guerre et même plusieurs je crois qu'il y a 2 députés et un oligarque qui ont changé leur profil Facebook pour mettre à la place le portrait de Boris Nemtsov. Boris Nemtsov, c'était un ancien vice-premier ministre qui a été assassiné il y a 7 ans, criblé de balles devant le Kremlin. On sait que la fille de Roman Abramovich, qui est un grand oligarque russe également, qui vit en Angleterre, a remplacer contre le et mettre cette photo sur son Facebook, c'est quand même assez... ça signifie quelque chose. Donc, il a l'air de se passer quelque chose en Russie. Mais moi, j'y suis pas là, donc je n'irai pas plus loin dans les prédictions. Général Allard, on vient d'entendre le témoignage de ce journaliste. On comprend qu'il peut éventuellement être lâché par son peuple, par ses oligarques, Vladimir Poutine, voire par son armée, où son crédit est encore beaucoup trop élevé pour cela. Écoutez, je n'ai pas d'informations suffisantes pour m'avancer et dire quelque chose, mais je crois que l'armée russe est quand même assez, sinon disciplinée, du moins tenue en main par les proches de Poutine. Maintenant, il semblerait qu'il y ait quelques généraux qui n'apprécient pas trop de se lancer à la guerre, et je vous dirais même que d'une façon générale, les généraux n'ont pas trop envie de faire la guerre parce qu'ils en connaissent et les difficultés, les turpitudes et les conséquences éventuelles. Je parle en tant que général républicain d'une démocratie. Ce n'est pas forcément le cas des généraux de l'armée russe. C'est pas forcément le même... Vous n'avez peut-être pas le même logiciel que... Il n'y a peut-être pas la même logique, mais il peut y avoir quand même un certain sens de la responsabilité. Bon, voilà. Pierre Laurin. J'attends beaucoup de... Pour relativiser un tout petit peu, parce que on continue de s'informer très bien sur les médias russes d'opposition. Essentiellement, c'est sur Internet. Vous voyez le journaliste qu'on vient d'entendre qui a dû partir pour Chypre. Il a voulu partir pour Chypre, effectivement, parce qu'il est... Il se sent menacé, pardon. Il se sent menacé, je ne sais pas quelles sont les raisons, mais il y a des journalistes indépendants qui continuent de travailler en Russie. Et, je crois que je le dis de mémoire, donc peut-être que je me trompe d'une ou deux places, mais je crois qu'en termes de liberté de la presse, la Russie est classée 150e dans le monde. Oui, non, mais ça, nous sommes entièrement d'accord, mais n'empêche que si l'on parvient à avoir des informations qui viennent de Russie, ce n'est pas en regardant la télévision d'État, c'est en regardant les médias libres, donc qui continuent d'exister, qui continuent. Et puis il y a 2 choses. Ceux qui regardent la télé, ce sont généralement les vieilles personnes. Les jeunes, ils regardent Internet. Donc, il y a une information... Internet limité, notamment Facebook, par le pouvoir russe ces derniers jours aussi, je le dis. Oui, non, mais nous sommes entièrement d'accord. Mais jusqu'à il y a 5 jours, ce qui était vrai, c'était qu'il y avait une information qui circulait. Et si on connaît aujourd'hui beaucoup de choses sur ce qui se passe en Russie, c'est en particulier grâce à cela. Qu'il y ait maintenant un verrouillage, entendu, il n'y a pas de contestation là-dessus. Mais il faut tout de même relativiser ce qui se passe aujourd'hui en regard de ce qui se passait il y a quelques jours. Par ailleurs, ce qui est très, très important à mon avis, c'est que il y a effectivement forcément des gens qui ne sont pas d'accord, qui le manifestent. Mais si vous remarquez bien, 2 députés, ce n'est pas grand-chose. Et si vous regardez la liste des oligarques qui ont pris leur distance, ils sont tous en Angleterre. Et peut-être qu'ils se disent, si on prend nos distances, on n'aura pas de sanctions. Oui, mais ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein, parce que tous les oligarques liés à Vladimir Poutine doivent leurs avoirs gelés. J'en suis pas certain. Si ?
D'accord, bon, on verra, on va vérifier ça. Vladimir Poutine, qui fait peut-être aussi planer la menace, il est en difficulté actuellement, on le disait tout à l'heure, sa stratégie semble patiner face à la résistance des militaires, mais aussi des civils ukrainiens. Je voudrais qu'on en discute, qu'on voit si la stratégie de Vladimir Poutine ne se heurte pas à cette résistance inattendue. Des hommes, notamment, se mobilisent en Ukraine pour tenter de résister, comme nous le montre Marie Obazak, les dernières heures à Kiev en images. Regardez. Ils ont entre 18 et 60 ans. Certains de ces réservistes n'ont encore aucune expérience du combat. Mais tous partagent un objectif commun, défendre leur pays. Nous avons été attaqués par la Russie il y a longtemps. La guerre dure déjà depuis 8 ans. Nous défendons notre maison. C'est pour ça que des gars comme nous, de simples citoyens, sommes devenus des réservistes. Nous sommes des patriotes ukrainiens. Nous savons quoi faire et nous allons arrêter l'ennemi. Gloire à l'Ukraine. À 70 km de Kiev, ces réservistes s'entraînent au maniement des armes et aux premiers gestes de secours. Ils sont prêts à risquer leur vie pour leur pays. La Russie n'a ni conscience ni honneur. Poutine est un gangster extrémiste. S'il ne se soucie pas de ses propres citoyens, il n'a aucune raison d'épargner les étrangers. Nous ne sommes que des déchets à ses yeux. Leur kit de premier secours attaché autour du bras, ces hommes vont bientôt rejoindre les zones de combat. La plupart ont choisi d'adopter des noms de guerre, comme pour laisser derrière eux leur statut de simples citoyens et mieux revêtir l'habit militaire. Jérôme Poirot, il fait face à une résistance inattendue, Vladimir Poutine, selon vous? Alors c'est très difficile de savoir à quel type de résistance il s'attendait, mais manifestement, depuis le début de ce conflit, il y a beaucoup d'images et de témoignages qui montrent une mobilisation de la population qui est très très forte. Et d'ailleurs, il l'a provoqué lui-même aussi. Dans ce qu'on vient d'entendre à l'instant, le soldat, le réserviste, explique que finalement, les Ukrainiens ont vocation à mourir, soit sous les bombes, soit d'une manière ou d'une autre, du fait de la guerre décidée par les Russes. Et donc, ils préfèrent, le cas échéant, mourir les armes à la main que de mourir dans des conditions qui ne sont pas... Comment imaginer autre chose? Vladimir Poutine pouvait s'attendre à ce que les Ukrainiens l'attendent à bras ouverts avec des fleurs à la main? Non, pas forcément, mais il pouvait peut-être penser que l'occupation militaire devenant une réalité, les Ukrainiens se résolvent à cette situation. Général Allard, il y a un changement de climat, quelque chose d'imprévu dans une guerre qu'on disait jouer d'avance? Écoutez, je crois aussi que Poutine s'est certainement auto-intoxiqué. Vous avez plusieurs fois parlé des drogués et des nazis. Oui. Et il voit certainement l'Ukraine comme une pyramide. Au sommet de la pyramide, il y a les dirigeants qui sont des drogués et des nazis. Et puis au bas de la pyramide, il y a le peuple qu'il viendrait sauver, alors en quelque sorte. Donc il a beaucoup joué sur l'intoxication parce qu'il faut aussi motiver ses forces, motiver ses troupes, motiver son peuple avant de le lancer en guerre. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs depuis plusieurs années. Donc les ressorts étaient bandés et il a pu lancer ses forces contre l'Ukraine. Mais c'est vrai qu'il est face à une résistance. Mais je crois aussi qu'il est face à une résistance parce que la première attaque était une attaque que j'appelle reco-offensive ou de raid, reco-offensive. Voilà, c'est ça. Ça signifie? C'est reco-offensive. Excusez-moi d'avoir ce terme. C'est la reconnaissance, c'est-à-dire chercher du renseignement et essayer de voir où est l'ennemi. Et c'est offensive parce que ce n'est pas des satellites qui passent, c'est carrément quand on arrive auprès de l'ennemi, on commence à le combattre. Et donc, si la percée se fait à ce moment-là, on se précipite dedans et on arrive dans Kiev. Ça n'a pas été le cas. Ça va passer de cette façon. Donc maintenant, il faut entamer une deuxième phase avec des combats beaucoup plus difficile. Ça peut durer des jours, des semaines. Exactement. Soit rentrer dans Kiev, soit se répandre dans toute l'Ukraine, enfin là où il y a des forces, pour les réduire. Parce que le fait d'assiéger Kiev et Kharkiv aussi fixe des forces ukrainiennes et pendant ce temps, on peut aller
dans la race campagne, si je peux dire, taper sur les renforts. Isabelle Et après, Lasserre. on reviendra vers les villes. On apprend aussi ces dernières heures l'armement de l'Ukraine par l'Europe, l'Union européenne qui va débloquer 450 millions d'euros de matériel militaire. Bon, c'est vrai que derrière ces chiffres, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça représente quoi? La somme paraît importante. Mais dans les faits, à quelle hauteur ça contribue vraiment à aider cette résistance ukrainienne? C'est-à-dire que pendant longtemps, ça a marché, la stratégie de Vladimir Poutine, qui était de mettre un pouvoir fantoche dans la capitale. Et il y croit encore, peut-être. Et ce pouvoir fantoche aider des services de renseignement, arriver grosso modo à tenir la population. Ça a marché un petit peu pendant un moment en Ukraine. Ça a failli marcher après la période Saakashvili en Géorgie, où il a mis aussi un homme de paille. Voilà. Ça ne marche plus aujourd'hui parce que finalement, en fait, la politique de Vladimir Poutine a été non seulement contre-productive, mais elle a en fait produit exactement le contraire de ce qu'il recherchait. C'est-à-dire qu'il voulait tuer l'OTAN. Il a ressuscité l'OTAN, alors qu'à la limite, on pouvait se dire, en forçant un peu le trait, que s'il avait attendu 10 ou 15 ans, l'OTAN était en mort cérébrale. l'OTAN aurait aurait pu mourir de sa belle mort en 20 ans. Non, il a ressuscité l'OTAN. Il voulait tuer l'Union européenne, il a réussi à la réunir, et il voulait asservir les Ukrainiens. Il a encore complètement encouragé leur nationalisme. Et tout ça, vous avez raison, vous parlez de l'Europe et de ce spectaculaire réveil européen qui en fait alimente ce nationalisme ukrainien et alimente la résistance des Ukrainiens. L'Europe s'est réveillée d'un jour. Enfin, c'est quand même assez spectaculaire parce qu'en fait, en 4 jours, l'Europe a réussi à faire ce qu'elle n'avait pas fait en 20 ans. On assiste quand même, à mon avis, à un changement de monde et un changement de position au niveau géopolitique de l'Europe. Je ne sais pas si c'est entré dans une autre phase, sera vraiment durable, mais il y a quand même il y a des tabous qui ont sauté dans cette guerre. Il y a des tabous. Vladimir Poutine a fait sauter des tabous. Bon, on parlera sans doute du nucléaire après, etc. On va y venir. Mais l'Europe a fait sauter des tabous. L'Allemagne a fait ces tabous. Enfin, que l'Allemagne vende des armes à l'Ukraine, Mais est-ce qu'on prend un risque en vendant ces armes ou en les acheminant Est-ce que l'Europe prend un risque à envoyer ces armes à l'Ukraine? D'ailleurs, les Français ne communiquent pas sur le type d'armements qui sont envoyés. Ouais, il y a une raison à ça? Les Français sont très discrets là-dessus. Mais quelles armes? Quel danger? Les dangers de représailles, de conflits, que les choses se tendent encore plus avec la Russie. Mais comment Parce que vous savez, les choses pourraient-elles les risques qu'elle prend, c'est le porte-parole porte-parole de Vladimir Poutine qui en parlait aujourd'hui. C'est pour ça que je vous pose la question. Écoutez ce qu'il disait et vous réagirez juste ensuite par rapport à ces envois d'armes et à cette mobilisation européenne. Écoutez-le et on en dit un mot. Les expéditions d'armes et de munitions vers le territoire ukrainien pourraient et seront, à notre avis, un facteur très dangereux et déstabilisant qui ne contribuera dans aucun des cas à la paix et au rétablissement de l'ordre en Ukraine. Sur le long terme, les expéditions d'armes et de munitions pourraient avoir des conséquences encore plus dangereuses. Elle a raison de ma question. Oui, mais jusque-là, on s'est toujours couché devant Vladimir Poutine. Aujourd'hui, les Européens ont décidé de ne plus se coucher devant Vladimir Poutine. De prendre le risque de ne plus se coucher devant Vladimir Poutine. Ah oui, mais je pense que le risque de laisser agir Vladimir Poutine et aller jusqu'au bout de sa démarche, s'il a envie, si vraiment il a l'intention de récupérer toute sa zone d'influence de l'ancienne Union soviétique, c'est-à-dire de récupérer la Géorgie, d'annexer la Biélorussie officiellement, voire d'aller annexer un pays balte, de la Moldavie, etc., les conséquences, à mon avis, sont beaucoup plus importantes que la question que se celle posent qui est de transférer quelques armes. La question que se posent les gens en voyant ça, c'est est-ce que mon pays me fait prendre un risque en participant à ce conflit? C'est le résumé très simpliste de la question que je vous pose. Non, mais justement, les Français font attention et les Européens font attention. Ils ne participent pas au conflit. La ligne rouge, c'est de mettre des troupes en Ukraine. Et bien évidemment, personne ne va ça n'arrivera pas. Ça a été confirmé aujourd'hui, notamment par le porte-parole du gouvernement. Vous voulez dire à moi à ce sujet, est-ce qu'il y a un risque? Et c'est cette menace à demi-mot du porte-parole de Poutine concernant les envois d'armes. Poutine a fait une appréciation de situation avec plusieurs critères, et je pense que l'un des critères, c'est l'appréciation que l'Europe
était faible, divisé et militairement pas à la hauteur. Voilà son analyse, je pense, avec plusieurs autres qui l'ont amené à agir. Et donc, aujourd'hui, l'Europe se rend compte que les dividendes de la paix sont des dividendes en carton. Et j'espère que nous saurons tirer les dividendes de la guerre. Et les Allemands semblent l'avoir déjà fait, puisqu'on a quand même 108 milliards mis sur la table, plus de l'armement. On en a besoin pour se défendre. Alors maintenant, le deuxième point, c'est que on peut voir sur le terrain même, là je descends au niveau de la tactique, des actions probablement russes et paraît-il biélorusses qui se prépareraient pour essayer d'empêcher tout cet armement de rentrer sur le territoire ukrainien, soit par voie ferrée, soit par la route. Enfin, c'est assez difficile parce que vu les volumes annoncés, ça représente quand même pas beaucoup de convois et il faut les trouver. Mais là, il peut y avoir destruction de camions français ou autres. Enfin, ce serait pas avec des camions français, mais... On va... Oui, allez-y. Ouais. C'est le service minimum, le porte-parole qu'il fait là, parce que c'est un personnage tout à fait secondaire. Ça n'est ni le président Poutine, ni par exemple le ministre des Affaires étrangères Lavrov qui a pris la parole. Il ne pouvait pas ne pas y avoir de réaction officielle des Russes à ces envois très importants et venant de nombreux pays d'armement, de carburant et d'aide financière. Et donc là, je trouve que on est quand même, j'allais dire, dans une forme de désescalade, parce que c'est quand même quelqu'un qui compte très peu, qui a pris la parole. Et pour dire des choses vraiment minimalistes. Pierre Laurin, avant de se rendre en Ukraine. Le porte-parole, c'est Peskov, c'est le porte-parole de Poutine. Qui le connaît. Effectivement. En même temps, Lavrov, il y a 3 jours, je dois admettre que je ne savais pas qui c'était. Hein. Oh, alors là, vous exagérez. Et pourtant, c'est un homme très important. Mais depuis 5 jours, on découvre l'entourage de Vladimir Poutine. Ceux qui, évidemment, travaillent la diplomatie et la géopolitique ne connaissent que lui. Mais pour ceux qui s'éloignent un peu du sujet, très franchement, l'entourage de Vladimir Poutine, personne ne le connaît. Simplement, ce qui concerne les armements, il faut un certain temps pour les acheminer. Il faut d'abord les réunir, il faut mettre en place les voies logistiques, il faut les conduire jusqu'aux opérations. Et puis, c'est quoi? Par exemple, 450 millions, on a parlé de ce chiffre. C'est ça, c'est la question que je me posais. Qu'est-ce que ça représente concrètement? En Kalachnikov, c'est beaucoup. En char, c'est très peu. Oui. Voilà. Ça coûte combien un char? Oh, ça doit valoir à peu près... Avec 450... En roubles ou en euros? En roubles, avec l'inflation du moment, Non, ça dépend, je crois, entre 500, 1 million, 1,5 million, ça dépend des... D'euros? Oui, mais on ne va pas leur envoyer des chars. Non, c'est pas prévu. Non. Mais en même temps, on ne nous dit pas quel type d'armes on envoie. Donc Ça a été dit par un certain nombre de pays, c'est-à-dire... Oui, mais les Français ne le disent pas. Non, mais c'est ça qui m'étonne. Les Français ont raison. Mais ah bon bien sûr, il faut être discret dans ce domaine-là. Il y a suffisamment de pays qui se sont exprimés pour dire que c'était, pour une grande part, des armes anti-chars, à tir rapproché, et des armes anti-aériennes à courte portée, dont les Russes ont un très mauvais souvenir, puisque c'est une des causes qui a mis fin à la guerre en Afghanistan. On est en direct avec Roman à présent. Roman est ukrainien, il habite à Kiev. Bonsoir Roman, merci de nous répondre. Je crois savoir que vous êtes désormais à quelques kilomètres de la capitale parce que c'est tout simplement dangereux de rester dans le centre de Kiev actuellement, c'est évident. Merci de nous répondre dans un premier temps, vraiment infiniment. Une première question, et elle nous vient vraiment de l'actualité des dernières heures parce que des explosions ont été entendues apparemment ce soir à Kiev. Est-ce que vous en savez un peu plus? Est-ce que vous avez des précisions? Bon, 2 choses à dire. La première, c'est qu'on nous demande de ne pas préciser qui entend quoi où parce que ça aide à l'armée russe. Donc, j'essaierai de ne pas dire. Mais ce soir, pratiquement, je ne dirais pas que j'ai entendu beaucoup. Mais normalement, je dirais aussi que je l'entends très souvent, ça dépend plus fort ou moins fort et malheureusement, je m'en suis déjà un peu habitué. Donc si les premières fois, ça m'a fait très très peur, maintenant ça fait déjà partie du quotidien. On s'habitue vite à l'horreur, c'est ce que vous me dites? Malheureusement, oui. Ou pour le bien, je sais pas. Ça dépend aussi parce que certains de mes amis
après 5 jours de la guerre, se trouve dans un état vraiment très très difficile émotionnellement. Moi, je m'habitue, j'ai choisi une stratégie comme ça, oui. Comment vous vous protégez? Quel est votre quotidien? Mon quotidien, bon, j'essaie de faire ce qui est possible sur le terrain informatique, de donner des informations correctes, parce que voilà, il y a aussi pas mal de désinformation du côté russe. Je lis évidemment les nouvelles pour comprendre ce qui se passe. Je parle avec ceux avec lesquels je me trouve. Là, on est 15 personnes dans une maison. Voilà. Et avec moi, il y a ma grand-mère qui a 93 ans et aussi il y a une petite fille qui a 3 ans. Donc, oui, beaucoup de gens et oui. Chacun réagit différemment, oui. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont pris la route. Roman, vous y avez pensé? Pourquoi n'êtes-vous pas loin de Kiev ce soir? Voilà, donc moi, c'était du chaos le matin du 24. Je me suis réveillé quand mon père m'a dit que commencer. Et c'était une décision d'aller avec ma grand-mère chez mon oncle qui a une maison ici, parce que personne comprenait ce qui se passe. Voilà. Et maintenant, je suis déconnecté de la ville parce que le pont était fait exploser. Donc, c'est pratiquement impossible d'aller directement dans la ville. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça. On se cache dans le sous-sol si on entend les explosions très fortes et aussi on dort là. Mais j'ai décidé pour moi que si je comprends que un jour l'armée russe vraiment entre dans ma ville, j'essaye de faire mon mieux à y arriver. Pour l'instant, c'est mieux de rester ici et de continuer ce que je peux faire en parlant avec les gens, comme je le fais maintenant par exemple. Roman, la résistance, elle semble efficace puisqu'on voit que le conflit s'enlise à Kiev. Il a sous-estimé la résistance ukrainienne, Vladimir Poutine? Oui, absolument. La résistance est plus que efficace. Moi-même, en étant ukrainien, je suis surpris. On est plus que unis. Dans certains points de vue, on peut dire que les Russes ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour unir les Ukrainiens, parce que il y avait toujours des différences à l'ouest, à l'est, en centre, mais aujourd'hui, tout le monde est uni, tous mes amis. Par exemple, même la partie politique pro-russe qui existe encore, ils ont exclu leur député qui a commencé à parler, à soutenir Poutine. Donc aujourd'hui, Ukraine est plus unie que jamais. Oui, ça, je peux vous assurer. Et on est prêt à résister. Et ce qui est important, on le fait évidemment pour notre pays, patrimoine, mais aussi pour l'Europe. Donc on protège les valeurs européennes qu'on a choisies. Et alors un petit souci de... Protéger maintenant, défendre notre choix, oui. On a un petit souci de connexion, Roman. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je voudrais vous poser une dernière question. Alors, est-ce qu'il m'entend, Roman? Vous m'entendez, Roman? Oui. Bon, oui, je vous entends. Quelques mots parce que ça coupe un petit peu. Je voulais savoir simplement, très bêtement encore, pardon, mais comment est-ce que vous faites le plein de provisions? Sur le plan des vivres, ça va être compliqué ces prochains jours? Oui, est-ce que vous m'entendez? Alors, on a une image figée, mais on vous entend. Peut-être que si vous pouvez me reprendre en quelques secondes, parce que c'est vrai que ça va être difficile. Ok. Oui, d'accord. Donc, je ne sais pas si vous m'avez attendu. On entend. On ne vous voit pas, mais on vous entend.
Très bien. Donc, j'ai dit qu'on le fait pour les valeurs européennes. Et en termes des provisions, on est allé au supermarché le premier jour que le pont était détruit. On a acheté des produits combien on pouvait. Et maintenant, on espère que ça va nous rester assez pour les prochains jours. Après, on va voir. C'est un peu difficile, donc oui. Mais pour le moment, ça va. Et après, bon, j'espère que ça va finir bientôt, mais puis on va voir. En tout cas, je salue personnellement votre sang-froid parce que vous arrivez à garder, en tout cas en vous entendant, de ce que je perçois, un semblant de sérénité et de raison par rapport à ce qui semble totalement irrationnel, c'est-à-dire ce qui vous arrive depuis 5 jours à Kiev et dans l'ensemble de l'Ukraine. Merci infiniment, Roman. Encore une fois, c'est tout ce qu'on peut dire aux différents intervenants à qui on parle depuis l'Ukraine. C'est vraiment du courage et faites très attention à vous. Vous vouliez dire une dernière chose ? Oui, juste une dernière chose, parce que ces jours, on entend beaucoup de démilitarisation et que les objets sont surtout militaires. Moi, je voulais vous dire personnellement, moi, avant hier, j'ai vu de ma fenêtre une maison qui était mise à feu. Voilà, donc vous pouvez raisonner ce que ça veut dire. Ça, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas, je ne suis pas un expert, mais on dit que c'était une partie. Pardon, oui, d'une missile ou quelque chose. Milice. Milice, voilà. Mais je veux pas en mentir, je sais pas. Bon, on prend cette information avec des pincettes, mais on l'entend et c'est votre témoignage, évidemment, Roman. Merci 1000 fois et on tâchera de prendre régulièrement de vos nouvelles encore une fois. Une réaction à ce témoignage ? Moi, ce que je retiens, évidemment, c'est déjà ce sentiment, cette force, cette résistance et puis les mots de Roman. On ne fait pas ça que pour nous, on fait ça pour l'Europe. Oui, ça fait sens ? Oui, c'est le discours d'ailleurs des responsables ukrainiens depuis le début. C'est-à-dire que depuis le début, ils disent il ne s'agit pas seulement de la liberté de l'Ukraine, il ne s'agit pas seulement de notre sécurité, mais il s'agit de celle de l'Europe. C'est-à-dire que si vous ne nous aidez pas et si vous n'arrêtez pas Vladimir Poutine, il continuera et il ira jusqu'en Europe. Donc c'est un discours qui est partagé par les Ukrainiens et par pas mal de gens dans la région. Et jusque-là, c'est vrai que Vladimir Poutine pousse le bouchon plus loin à chaque fois. Hein. Ça a commencé avec la Tchétchénie, ensuite 2008 la Géorgie, ensuite 2014 la Crimée et le Donbass, et aujourd'hui l'Ukraine entière. Mais il a aussi des visées sur le reste. Entre-temps, il a quasiment... C'est la question qu'on se pose tous depuis 5 jours. Entre-temps, il a quasiment annexé la Biélorussie. Hein. Il suffit plus il ne manque plus qu'un papier à signer. Donc voilà, donc oui. Jean-Claude Allard, juste sur cette dernière réflexion que vient de nous faire Roman, sur cette éventualité de voir des milices venir créer des exactions ici et là, c'est des choses inhérentes à ce genre de guerre. Malheureusement, ça fait partie du lot, j'ai envie de dire. Non, écoutez, ça se passe à Kiev, c'est-à-dire qu'il y aurait des milices pro-russes qui seraient... On parle de la force Wagner notamment ? Qui seraient infiltrées dans Kiev ou qui s'organiseraient alors que toute la population et toute la ville est tenue et défendue par les armées. C'est possible, mais ça me paraît des missions assez suicides quand même. Ou alors ce sont des forces spéciales russes. Qui viennent semer une forme de chaos, terroriser les populations. Des forces spéciales russes qui s'infiltrent en civil ou avec des uniformes différents, bien entendu. Et on sait qu'on a déjà vu ça justement dans les républiques les autoproclamées du Sud-Est et en Crimée. Donc c'est fort possible aussi que les infiltrations soient une méthode pour déstabiliser la défense. J'ai l'impression qu'il y a plutôt une erreur d'interprétation de la part de Roman. La vérité, c'est qu'on n'est pas sur place et qu'il faut prendre énormément de pincettes. D'après ce que j'ai cru comprendre, il voulait dire missile et il n'a pas compris milice parce que c'est un mot français qui n'a pas l'air d'avoir saisi réellement. Je suis d'accord avec vous, c'est ce que j'ai compris. Mais bon, on va pas. C'est ce que j'avais compris, mais disons la réflexion sur les infiltrations
de forces spéciales pouvait être intéressante. De toute façon, je crois qu'il y a les deux à Kiev, à la fois à domicile et à la fois des vous nous mettez saboteurs, d'accord. donc, Merci de m'avoir sauvé, Isabelle Lasserre. Avant de parler de cette folie d'hier, ces annonces, ces menaces à demi-mot de Vladimir Poutine d'utiliser l'arme atomique, je voudrais juste qu'on revienne un instant sur les sanctions. Une nouvelle batterie de sanctions encore prononcée ces dernières heures. Est-ce que la Russie est vraiment prise à la gorge? Écoutez d'abord, avant de faire un tour de table à ce sujet, ce que disait Vladimir Poutine aujourd'hui. Il y avait une réunion au Kremlin, évidemment, avec ses principaux ministres, et il a évoqué ce qu'il pense des Occidentaux sur ces sanctions. Merci beaucoup d'être là. Je vous ai réunis ici pour discuter des sanctions économiques qui viennent d'être décidées contre notre pays, la Russie, par les pays occidentaux. Ou plutôt, comment dirais-je, ce que j'appellerais l'empire du mensonge. L'empire du mensonge, c'est l'hôpital qui se moque de la charité un peu, non? Ben oui, c'est-à-dire que Vladimir Poutine ne cesse de mentir, mais bon, c'est toujours le vocabulaire qu'il utilise. Ça appartient, enfin, quand il parle de... Il est pris à la gorge vraiment avec ces sanctions ou ça glisse sur lui? Jusque-là, l'Europe avait bien fait attention de prendre des sanctions à minima qui, à la fois, n'allaient pas contre les intérêts de certains pays européens, genre l'Allemagne. Et en fait, elles ont été vraiment inodores pour Vladimir Poutine. Là, l'Europe a passé la vitesse supérieure. Les sanctions sur la Banque centrale, SWIFT, les interdictions de voyager, des survols aériens. Là, ça va être de véritables sanctions qui vont avoir des effets très très important sur la Russie. Ça peut paraître dérisoire pour certains, mais beaucoup moins pour d'autres. La FIFA, la Fédération internationale de football, annonce que la Russie ne participera pas, est exclue de la prochaine Coupe du Monde. L'UEFA, qui est l'instance européenne du football, a rompu son partenariat avec le géant Gazprom. Plus que jamais, cette Russie au banc des nations, est-ce que ça peut jouer dans l'opinion russe, peut-être ? Oui, bien sûr, même symbolique, celle qui concerne le sport en dimension symbolique, mais c'est très important parce que ça montre que des activités comme le sport professionnel et les compétitions internationales qui n'ont pas grand-chose à voir avec la guerre en cours. On isole un peu plus chaque jour la Russie. Et c'est très important, évidemment, aussi pour l'opinion russe de constater ce type de sanctions. Mais pour compléter ce que vous disiez, ce qui est très nouveau aussi dans les sanctions qui sont prises depuis quelques jours, c'est la saisie ou le gel d'avoirs d'immeubles à Paris ou ailleurs en France ou ailleurs en Europe qui appartiennent, sur la Côte d'Azur, qui appartiennent à des Russes. Et ça, je pense que peu de gens en Russie, des gens concernés ou de Russes qui vivent à l'étranger, s'attendaient à cela. Donc, alors la Russie dit quand même, le pouvoir dit, la Russie saura compenser les dommages dus aux lourdes sanctions et se concentre sur la réponse économique. La Russie a les moyens de surmonter tout ça. C'est de la com'? Ouais, mais un appart à Pékin, ça n'a pas le même charme qu'un appart sur la Côte d'Azur. Hein. C'est pas faux. Non, mais c'est... Il y a des très beaux quartiers à Pékin. Hein. Oui. Bien sûr qu'il y a des très beaux quartiers, surtout pas la mer. Mais non, en fait, d'une part, l'empire du mensonge, c'est comme ça que Poutine nous voit. Parce qu'on n'a pas tenu notre parole depuis des années. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, la part de responsabilité de l'Occident dans ce qui est en train de se passer. Là, on ne peut pas juger, nous, comme de la manière dont il nous voit, mais c'est comme ça qu'il nous voit. Ensuite, il y a une résilience très forte du peuple russe. C'est un conflit civilisationnel aussi. Pardon ? C'est un conflit civilisationnel Absolument, aussi. Mais ça, deux façons de voir le monde. Deux façons de voir le monde. Mais la résilience du peuple russe à ce genre de choses a été démontrée au moment des premières sanctions en 2014. Elles ont produit, paradoxalement, un boom de l'agriculture russe, qui est aujourd'hui exportatrice nette de biens alimentaires, en particulier de céréales. Donc, effectivement, là, pour beaucoup de sanctions sont simplement une nouvelle couche de peinture sur deux couches déjà existantes. Donc, ça ne change rien. Mais en revanche, effectivement, les sanctions ciblées
peuvent conduire certaines personnalités à se poser des questions. Maintenant, le peuple, lui, il ne se pose pas de questions. On en vient à présent à cette déclaration qui nous a tous, a priori, sidérés ce week-end. Le président russe qui a déclaré avoir ordonné donc, de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Avant de se poser la question du bluff ou de la réalité, général Jean-Claude Allard, déjà de quoi on parle exactement quand on dit que le président russe met les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat? Organisation de défense de la Russie, je vais dire l'Union soviétique, ouais. de la Russie. Juste révélateur. Oui, bah oui, j'ai fait 25 ans face à eux. Oui. Et c'était aussi difficile. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Oui, ce sont les... Qu'est-ce que vous vous êtes dit hier, ce week-end, lorsque vous avez entendu Vladimir Poutine faire cette déclaration? Écoutez, je l'ai appris juste à ce moment-là et j'ai été effectivement très choqué que l'on en parle, surtout que ça faisait 2 ou 3 jours que certains disaient attention, l'OTAN est aussi une force nucléaire, etc. Donc là, on montait en pression, comme l'on dit, c'est-à-dire qu'on mettait la pression sur un sujet qui, pour moi, est sanctuarisé, qui répond à des normes de dialogue très précises. Depuis d'ailleurs la grande affaire de la crise des missiles de Cuba et ce qu'on appelle le téléphone rouge, qui est en fait un concept qui consiste à ce que tous les chefs d'État disposant d'une force nucléaire savent qu'ils doivent parler à leur ennemi avant de faire quoi que ce soit et que l'on ne se sert pas non plus de cette force nucléaire pour faire des effets d'annonce et des affichages. Voilà. Est-ce qu'il faut... semble-t-il ce qu'il a fait. Alors, maintenant, je me pose aussi la question, parce que les forces de dissuasion, c'est tout l'ensemble des unités équipées de matériel très performant, antiaérien, terrestre, etc., qui contribuent à la défense du sanctuaire russe. Mais à l'intérieur, il y a des forces nucléaires. Donc, ce qu'il dit hier, ça ne veut pas forcément dire qu'on parle de destruction massive? Non, ça veut dire qu'il les met en alerte, prêts à les faire intervenir. C'est l'avant-dernier degré d'alerte dans son dispositif. Pour les faire intervenir, il faut qu'il les fasse passer au degré d'alerte supérieur. Et là, lui et son ministre de la Défense et son chef d'état-major, détenant les clés de l'armement nucléaire, peuvent l'utiliser. Mais je pense qu'avant, il y a un dialogue. Alors le problème, c'est qu'il n'a jamais... Sauf qu'il l'a dit. Et que ce qui nous fait peur, je le dis de cette façon, ce qui nous fait peur avec Vladimir Poutine, c'est quand il dit quelque chose, il le fait. Alors qu'est-ce qu'on se dit depuis qu'on entend ça? C'est pas possible ou il l'a dit? Donc il faut le prendre très sérieusement. Exactement. Non, la question se pose d'une manière un peu différente. Tous les pays ont différents niveaux d'alerte. Voilà. Si vous regardez les films de géopolitique et de stratégie... Non, mais là, on n'est pas dans un film, c'est ça qui fait peur. Vous avez entendu parler, pour les Américains, de DEFCON. Oui, ce sont des niveaux d'alerte. Il y a 5 niveaux. Depuis le 5, c'est rien, et jusqu'au 1, c'est pratiquement la guerre. Et généralement, en cas de crise, on se met en DEFCON 3. Et là, pour les Russes, ce que Vladimir Poutine a annoncé, c'est DEFCON 3, comme disait le général. C'est une alerte moyenne. C'est l'alerte moyenne. Mais simplement, un président des États-Unis ne va pas venir à la télévision dire on passe de DEFCON 4 à DEFCON 3. Lui, il est venu parce que, effectivement, depuis quelques jours, on entendait dans les conversations officieuses parler de guerre nucléaire, de ceci, de cela. Et à mon avis, ce qu'il a voulu dire, c'est attention, parce que là, on joue avec le feu. Voilà. Je pense plutôt que c'est une mise en garde, plutôt que, même éventuellement, une rodomontade, plutôt que quelque chose de réel. Parce que, par définition, une force nucléaire de dissuasion est toujours en état d'alerte.
Et là, on parle d'une puissance inimaginable, qui est les ogives nucléaires russes, a priori, sont 10 fois, 100 fois plus destructrices, notamment que la bombe Hiroshima. C'est de ça qu'on parle ? Certainement, mais les Américains ont exactement les mêmes, et les Chinois sont en train de se rapprocher. On voit, je crois qu'on a une ou deux infographies pour voir vraiment de quoi on parle en termes de chiffres, de nombre d'ogives nucléaires détenues par les Russes. On voit que déjà la Russie, pour ceux qui ne le savent pas, est la première puissance nucléaire au monde, devant les États-Unis, la Chine, puis la France et le Royaume-Uni, les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis on va voir également sur une carte les différents pays qui disposent de l'arme atomique. On le voit à l'image. Votre réaction, ces ogives, est-ce qu'elles nous menacent réellement ? Moi, je pense que, en fait, Vladimir Poutine a essayé de faire plier l'Ukraine par des intimidations. Ça n'a pas marché. Il a fait jouer son armée, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il utilise la menace nucléaire, mais c'est pas du tout la première fois qu'il utilise la menace nucléaire. Il a aussi... Ah oui ? Non, en 2014, pendant la guerre de Crimée, quand il a annexé la Crimée, il avait dit, et d'ailleurs il l'a aussi reconnu totalement à la télévision dans un documentaire, que si les Occidentaux avaient voulu interférer dans son annexion de la Crimée, il aurait utilisé l'arme nucléaire. Il passe son temps à mettre des missiles balistiques intercontinentaux Iskander à Kaliningrad, et là ça fait la troisième fois. Non mais il les met, il les enlève. Pardon, excusez-moi, absolument. Et en fait, la doctrine nucléaire de la Russie n'a pas changé. Elle a été réaffirmée en 2020. C'est pas une doctrine d'emploi. On insiste là-dessus, puisque évidemment c'est pas une doctrine d'emploi. Là où il faudra s'inquiéter, à mon avis, c'est si les renseignements américains voient qu'il y a une menace, voient du matériel sortir des hangars et une installation des têtes nucléaires. On insiste évidemment sur cette question. Pourquoi ? Parce qu'il y a 6 jours, 95% des observateurs les plus avisés disaient non, il n'attaquera pas, il n'envahira pas l'Ukraine. 24 heures plus tard, le contraire a été confirmé. Oui. Et depuis hier, 95% des observateurs nous disent mais évidemment, c'est impossible, jamais il enverra l'arme nucléaire, c'est de la dissuasion, c'est de l'intimidation et rien n'arrivera. Bon, c'est là qu'on est obligé de faire intervenir la dimension psychologique et les réflexions de certains responsables occidentaux, et comme d'ailleurs Macron en parlait, qui disent ce n'est plus le Poutine que nous avons vu, ce n'est plus le Poutine avec qui nous avons négocié avant, celui-ci a l'air d'avoir perdu le sens commun et a l'air d'être devenu irrationnel. D'ailleurs, question naïve, est-ce que dans l'entourage de Vladimir Poutine, il y a quelqu'un qui est en mesure de stopper tout ça, ou la folie d'un seul homme peut entraîner une fin du monde Non, normalement ils sont deux, il y a Shoigu et Gerasimov, le chef d'état-major et de la défense. Quand on regarde la vidéo, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo de l'ordre donné à Poutine d'actionner, ils n'ont pas l'air enthousiastes, les deux là. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont souvent enthousiastes. Non. C'est vrai. Pardon de sourire, mais c'est vrai que... Mais en revanche, je pose une question, j'arrive, c'est moi qui pose la question, mais... Je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre, mais... Oui, non, mais vous avez certainement creusé l'affaire, mais cet homme Poutine-là n'est pas celui qu'on voyait il y a une quinzaine de jours. C'est ce que racontait Isabelle Lasserre aussi. Oui, et il est manifestement sous traitement. Parce qu'on sait de quoi il souffre. Il y a des rumeurs de maladie de Parkinson, et là, les dernières nouvelles, c'est Fiona... il n'a pas encore 70 ans, Vladimir Poutine, je crois. Il est de 52. Oui. Et de la fin 52, je crois. La santé des chefs d'État... Octobre 52, donc il aura 70 ans à la fin de l'année. La santé des chefs d'État, des chefs d'État des principales puissances du monde, est quelque chose qui est très observé par les services de renseignement, parce qu'une maladie peut déboucher, il y a des maladies qui débouchent sur la mort très rapidement, mais ça peut avoir des effets psychologiques de toute nature. Sur la santé mentale, notamment en raison des traitements. Et donc c'est quelque chose que les grands chefs d'État occidentaux, le président Macron, le président Biden et d'autres ont des renseignements très précis. Quelquefois, on ne s'en aperçoit pas. La santé de Parce que moi, quand j'étais correspondant en Russie, c'était Boris Eltsine. Et un jour, Boris Eltsine a été opéré d'un triple pontage à cœur ouvert. Il a failli mourir. Et officiellement, c'était un rhume. Et tout le monde a cru que c'était un rhume. Oui, mais tant qu'il n'était pas torse nu comme Poutine, on ne voyait pas qu'il avait un tripontage. C'est vrai qu'il aime bien se montrer torse nu sur un cheval, Vladimir Poutine. Là, il y a un Juste problème. Pour retrouver notre sérieux et revenir sur cette question
de force nucléaire. Est-ce qu'il n'y a pas un péché originel ce week-end, la provocation, les déclarations de Jean-Yves Le Drian qui rappellent que l'OTAN est également une alliance nucléaire. Est-ce que c'est une erreur de sa part, une provocation Bien sûr, mais c'est à ça contre qu'il a Vladimir répondu. Poutine? Bien C'est sûr. Jean-Yves Le Drian, selon vous, qui a provoqué cette déclaration de Vladimir Poutine. Poutine? Le seul à déclarer cela, ce genre de choses en off. Fallait pas l'énerver? C'est comme ça que ça se passe en fait? Je crois non. Je crois que Poutine a voulu mettre les points sur les i, tout simplement. Voilà. Écoutez, jouez pas à ça parce que moi aussi j'en ai. Hein. Bon, Alors moi je vois les choses à l'envers. c'est le combat de mal. Hein, là. Oui, Isabelle Serre. jeudi. Alors, Jean-Yves Le Drian a répondu à Vladimir. c'est Jean-Yves Le Drian qui a évoqué la force nucléaire le premier. Ah non, Poutine, ça fait Non, mais depuis le début de cette crise-là ukrainienne. Non, bien sûr que non. Ça fait 3 fois qu'il y a une menace nucléaire de la part de Vladimir Poutine. La première a commencé le 8 février à Moscou. Donc en fait, Le Drian n'a fait que répondre aux menaces de Vladimir Poutine. Et moi, je le trouve au contraire... je l'ai trouvé très très prudent parce qu'il s'est caché justement sous l'OTAN au lieu de mettre en avant la force de dissuasion française. Florence Parly, la ministre des Armées, qui déclarait que l'arme nucléaire est une arme de dissuasion, ce n'est pas une arme qui est destinée à être utilisée. Est-ce qu'après les déclarations de Vladimir Poutine, on en est toujours persuadé de cette... Oui, dans la doctrine française, l'arme nucléaire est une arme de non-emploi. Donc, comme son nom l'indique. La doctrine russe aussi. Et la vocation, certes. Mais quelle arme est fabriquée? Pardon, et évidemment que ce serait... Le mot dramatique n'est même pas catastrophique, n'est même pas assez fort pour imaginer ce que serait une attaque nucléaire. Mais à quel moment on peut imaginer aussi qu'on fabrique des armes pour ne jamais les utiliser? Ça s'appelle la dissuasion. C'est le paradoxe de l'arme nucléaire. Oui. C'est le paradoxe, oui. Ça s'appelle la le risque d'une guerre thermonucléaire, tout le monde le balaye d'un revers de la main ici ce soir. C'est ce qui a maintenu la paix en Europe pendant très longtemps. On peut pas le balayer, mais on ne doit. Je pense qu'on ne doit pas en parler parce que le dialogue nucléaire est un dialogue qui est très particulier, qui est très sérieux, et on ne peut pas. C'est pour ça que moi j'en parle un peu là, mais on ne peut pas et on ne doit pas l'exposer et l'avancer en permanence sur la place publique. En tout cas, il réussit à faire croire qu'il est capable de tout depuis plusieurs jours et c'est ça qui est saisissant. On a une puissance nucléaire en face. On est l'OTAN. On a enlevé tous les soldats qui avaient un uniforme d'un pays de l'OTAN, de l'Ukraine, pour cette raison-là. Pour pas être affronté face à une puissance nucléaire et donc déclencher une escalade. Et c'est pour ça que Biden également dit on n'ira pas et que personne ne veut y aller et que on s'enlève. C'est une affaire très sérieuse. Il nous reste très peu de temps, à peine quelques secondes. Isabelle Lasserre, il y avait beaucoup de choses à dire. Je voulais juste, parce que vous avez écrit notamment Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système. Je voudrais juste rappeler qu'on a appris aujourd'hui officiellement que le meeting du 5 de samedi prochain à Marseille était évidemment annulé. Emmanuel Macron, qui part avec un avantage. Cette crise peut lui être bénéfique dans cette campagne qui ne sera évidemment pas comme les autres. Il est aux affaires, il sait de quoi il parle, plus que les autres désormais? Moi, j'ai l'impression de l'extérieur comme ça. Pour l'instant, il manœuvre pas mal. Alors, il se fait un peu manipuler par Poutine, mais enfin, tous les chefs d'État européens se sont faits. Pour l'instant, il préside la présidence tournante de l'Union de l'Europe. De l'Europe. Il joue son rôle à la fois de puissance moyenne, à la fois de puissance qui est membre du Conseil de sécurité, à la fois de puissance qui dirige l'Europe, et il s'en sort. Rôle de campagne qui se présente. Et là, c'est vrai que ça écrase tout le monde, et il manœuvre pas trop mal. Je pense que pour l'instant, il en tire un avantage. Surtout son activité diplomatique écrase un petit peu tous les autres candidats. Et ce meeting du 5 à Marseille qui a annulé donc. Ouais. Bon. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette édition spéciale. Merci à vous qui l'avez suivi, Audrey Sebesta, Alexandre Omar et Cyrine Bessa de m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Lecartier me succède à cette même place pour continuer de vous faire vivre les derniers développements de ce qui se passe en Ukraine. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur CNews. Très bonne soirée. Merci.